Bonjour Jamal. Bonjour. Alors, on se connaît déjà un petit peu, on a peut-être l'occasion d'y revenir lors de notre entretien, mais je souhaitais en fait échanger avec toi dans la mesure où tu m'as adressé, j'ai pris connaissance d'un livre qui est sorti il y a peu et qui s'appelle L'impressionniste de Molenbeek. Déjà, évidemment, le titre, moi, m'interpelle et donc je te poserai évidemment la question de savoir pourquoi ce titre. Et alors j'ai vu également que ce livre avait été écrit, si je ne me trompe, à quatre mains, également avec une certaine Véronique Leclerc. Nous aurons également l'occasion d'y revenir après. Et avant d'échanger, en fait, nous avions souhaité lancer, j'ai envie de dire, cette petite bande-annonce qui est une vidéo que tu as eu l'occasion de faire justement autour du livre et qui me semble être une bonne présentation de ton livre. Donc je propose de faire passer cette petite vidéo et puis après on se retrouve. Parfait. Désir du naturel, le soupir éternel. Désir du naturel, plaisir à Bruxelles. Ma belle désir est désirée, dans le musée être exposé. Ta muse désir est désirée, dans le musée être exposé. L'impressionniste regarde Barça, elle exige des likes pour le Gotha. L'impressionniste Molenbeek s'amuse. Quoi? Sous la tente, le miel a ouvert leur chakra. Désir de naturel, de soupir éternel. Désir de naturel, plaisir à Bruxelles. Désir de naturel, de soupir éternel. Désir de naturel, plaisir à Bruxelles. Ma belle désir est désirée, dans le musée être exposé. Ta mise désir est désirée, dans le musée être exposé. Ta mise désir est désirée, dans le musée être exposé. Voilà donc pour ce petit lancement, Jamal. Cette vidéo, en fait, c'est toi qui l'as réalisée, qui l'a faite en fait? Oui, tout à fait. C'est moi que je l'ai réalisé de A à Z avec ma partenaire Véronique. Et donc voilà, on s'est dit comment on allait un petit peu donner une idée et représenter un peu le roman, de quoi il parle. Et puis, ça nous a mis 2 mois de la conception jusqu'à la réalisation. C'est ça. Non, c'est évidemment assez original. Et quand on peut évidemment, j'ai envie de dire, concocter soi-même ces petites vidéos, ben, on peut évidemment être au plus près de ce qu'on a réellement envie de faire passer comme message. Mais avant précisément de voir quel est le message que tu souhaites faire passer, vous souhaitez faire passer à travers ce livre, j'aurais souhaité voir un petit peu quelque part qui était derrière l'écrivain. Donc en fait, Jamal, euh, en quelques mots, mais qui es-tu en fait? D'où viens-tu? Où es-tu né? Quelle est un petit peu ton histoire socioculturelle? Bien, c'est assez simple. Moi, je suis un fils d'immigrés. Mes parents sont venus en Belgique dans les années 70. Et puis, je suis né dans les années 70 aussi. J'ai grandi à Scarbeck. Et pour des raisons familiales, quand j'avais 7 ans, mes parents m'ont envoyé étudier au Maroc. Donc, ils ont pensé que c'était intéressant d'avoir la culture belge et la culture marocaine. Et donc, j'ai fait mes études primaires au Maroc et une petite partie du secondaire.
Voilà, j'ai vécu chez mes tantes et chez ma grand-mère, et donc j'ai appris à lire, à écrire l'arabe, à comprendre la culture marocaine, mais à travers la culture marocaine, il y a la culture juive, la culture andalouse, tout ce mixage-là. Et j'ai grandi chez des tantes et chez ma grand-mère qui accordaient beaucoup d'importance au patrimoine. Voilà. Donc j'ai été un petit peu formé à ça, mais inconsciemment. Pour moi, c'était même démodé, ces choses-là. Et puis je suis revenu en Belgique quand j'avais 15-16 ans. Et puis voilà, j'étais dans une école technique et professionnelle. Et puis après, j'ai bifurqué de voie. Et puis j'ai fait assistance sociale. Et puis, j'ai travaillé un petit peu à Bruxelles dans le secteur de l'ISP, l'insertion socio-professionnelle pour les demandeurs d'emploi. J'ai travaillé avec les jeunes en décrochage scolaire. Des fois, ils sont en décrochage scolaire à partir du mois d'octobre. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Et donc, à partir de tout ça, un petit peu de ma connaissance, de mon travail dans la question sociale, en gros, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, voilà, l'histoire est partie pour se finir dans le roman. C'est ça. Et tu habites où actuellement, Jamal? Maintenant, j'habite à Gênes, dans la D'accord. commune, juste devant la basilique de Kuckelberg. Mhm. Quel est en fait ton rapport, parce qu'il y a quand même un lien évidemment avec le livre, mais quel est ton rapport et peut-être, si tu veux bien nous en parler, le rapport de tes parents à la religion? Vous savez, dans les années 40, 50, 60, 70, jusqu'à 80, la question religieuse, elle était au second plan. Parce le Maroc était dans la fin du protectorat, l'indépendance, la modernité, la recherche de la modernité. D'ailleurs, on peut voir des photos avec des filles dans la Médina avec des mini-jupes dans les années 70 et des choses comme ça. Et donc, mes parents étaient religieux par tradition. Ils n'étaient pas dans le prosélytisme, mais ils respectaient les traditions dans un vivre ensemble. Et donc, ce n'était pas la matrice porteur. Ils ne marchaient pas dans la rue en disant « je suis musulman, je suis musulman ». Marchaient dans la rue en disant « je suis citoyen ». Et toi, en fait, Jamal, par rapport à ta propre culture d'origine, évidemment, ta propre tradition, tu as ressenti des difficultés j'ai envie de dire, entre guillemets, à t'intégrer à la société belge, ou pour toi, ça a été une évidence? Ça a été générateur de tension ou pas? Ça a été générateur de choc culturel parce qu'on passe de certaines traditions à d'autres, mais ça n'a pas posé de problème. Surtout que j'ai été pris en main, entre guillemets, par des groupes de ma communauté arabophone, mais aussi par des groupes d'amis et des connaissances belges, italiens, espagnols. Et donc, j'ai pu manœuvrer dans un Bruxelles, mais multiculturel, dans le sens beaucoup de cultures, et non pas monoculturel. Et donc, voilà, le matin, je voyais une certaine catégorie d'amis, et le soir, je voyais d'autres. Et donc, j'étais dans un enrichissement. C'est ça. Un enrichissement, mais tu n'as pas eu l'impression d'être ostracisé par une certaine communauté ou de sentir, je dirais, un certain racisme à ton égard. Non, mais moi, ça, c'était dans les années 80. Dans les années 90, ce n'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une radicalisation comme ça. Tout le monde essaye de se distinguer par ou sa nationalité ou sa culture. Mais dans les années 90-80, d'après ma perception, il y avait une espèce de mélange qui existait plus que maintenant. D'accord. Et alors, pour en venir à ton livre, en fait, je disais d'entrée de jeu, le titre, moi, m'interrogeait. L'impressionniste de Molenbeek. Pourquoi l'impressionniste? Pourquoi de Molenbeek? Voyez-vous, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de faire un titre un peu qui sonne, qui attire l'attention. Et donc, pourquoi l'impressionnisme de Molenbeek? Voyez-vous, beaucoup de personnes sont étonnées, me disent quoi, l'impressionniste, ça existe à Molenbeek? Et j'ai dit, mais oui, mais voilà, voilà. Il y a la notion du stéréotype, du cliché. J'entends que la police passe, mais ils me cherchent, mais ils ne savent pas que je suis là. Ça va, on va rester discret. En fait, à travers la consommation culturelle, d'après ce que je vois, et bon, j'espère que ça va changer, il y a une espèce de
dis-moi quelle est ton origine, ta nationalité, je dirais quel loisir culturel tu as. Donc il y a quand même je ne sais pas si c'est une stratification ou une organisation comme ça. Et donc, comme ça, si on regarde YouTube, on va se rendre compte que Molenbeek, elle est plus connue pour le graffiti et le rap. Comme d'autres communes sont plus connues pour autre chose. Mais voilà, ça c'est la sociologie de la commune. Et donc, je voulais sortir un petit peu de ça et dire que bah, voilà, l'impressionnisme peut exister aussi à Molenbeek, comme il peut exister le graffiti. Mhm. Et quel est en fait le style j'appelle ça comment? Un roman? Il y a une part autobiographique? Quelles sont aussi quelque part tes sources d'inspiration? Bien. Alors, j'ai oublié un petit instant. Alors, pour commencer, je voudrais vous présenter le docteur du scénario, Monsieur John Truby. Oui, on le voit bien. Donc, Monsieur John Truby est un spécialiste de la méthode du scénario. Donc, étant un débutant, je me suis dit que je n'allais pas inventer une méthode, mais que j'allais m'inscrire dans une méthode. Donc, c'est la méthode de John Truby. Il a déjà réalisé plus de 2000 scénarios. C'est une référence aux États-Unis. Voilà. Quand on voit les séries Netflix, Amazon et tout ça depuis une vingtaine d'années, ça suit ce modèle-là. Donc, c'est le modèle au fait du héros qui doit évoluer ou qui n'évolue pas, mais qui a une difficulté, une situation, il lui arrive plein d'aventures et à la fin, il se rend compte de quelque chose ou il ne se rend pas compte et il continue dans son errance, entre guillemets. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un peu comme dans la société de tous les jours. On peut avoir des déviances, on peut être alcoolique, on peut être toxicomane, et peut-être un jour on comprendra quelque chose et on arrêtera ou on diminuera, ou peut-être on ne comprendra pas et le problème perdurera toujours. C'est ça. Mais du coup, en fait, c'est en partie autobiographique, enfin, sachant évidemment que c'était écrit aussi à quatre mains, donc je ne sais pas évidemment quelle est la part de Véronique, quelle est ta part dans ce livre, mais peut-être peux-tu effectivement nous en parler, en tout cas pour ce qui te concerne toi. Oui. Au fait, donc, par simplicité scénaristique, il y a une partie autobiographique. Il y a toujours une partie autobiographique, mais elle est le minimum. Hein. Ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman de fiction. Mais bon, voilà, on s'inspire du Creuset. Si j'étais mexicain, peut-être que mes héros nageraient dans la culture mexicaine. Mais voilà, je suis belgo-marocain. Donc, mes héros nagent un petit peu dans ma culture. Et alors, par rapport à l'organisation un petit peu du travail, ma collègue, Madame Véronique, assistante sociale et formatrice en français, elle se charge un petit peu de la forme. C'est ce que moi j'appelle, c'est une dompteuse des mots. Elle dompte des mots. Elle rend le français fluide et lisible. Hein. Elle rattrape un petit peu ma manière un petit peu alambiquée de mixer les phrases des fois. Et donc voilà, c'est une division du travail. J'avance dans les pages, j'avance dans la production, et puis je lui envoie chapitre par chapitre, et elle restructure tout ça pour le rendre dans un français littéraire qui respecte ce qu'on appelle la sublimation du texte. Que le Oui, texte soit original, agréable, et que ce n'est pas un article de presse ou un rapport. c'est ça. Ce qui est quelque part ici d'autant plus une prouesse finalement que ce roman, ce n'est pas un roman de 200-250 pages. C'est une véritable brique. Ah oui, c'est une véritable brique, mais bon, c'est comme disait l'autre, travailler plus pour gagner plus. C'est un travail de 3 ans aussi, Ouais, 4 heures par jour, en plus du travail salarié. Donc, quand je rentre, c'est jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et le matin, à 5 heures du matin, je suis devant l'ordinateur. Je travaille de 5 heures jusqu'à 7 heures et puis je vais travailler. c'est Donc, en ça. gros, c'est 4 heures par jour sur 3 ans. Donc c'est un travail de longue haleine et quelque part ça manifeste aussi une certaine passion pour l'écriture. Plus que de la passion. C'est surtout pas de la littérature de salon, c'est que pour aborder maintenant le thème au fait de pourquoi, c'est qu'après les attentats de 2016, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire?
En tant que citoyen belge, en tant que citoyen marocain, je me suis dit, il est dans mon devoir de faire quelque chose. Et puis, j'ai commencé à analyser. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de plein de thématiques, entre autres la thématique de qu'est-ce que l'islam aujourd'hui d'Europe. Donc, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je me suis rendu compte qu'en tant qu'assistant social, j'avais une petite connaissance, mais peut-être qu'il était plus utile de passer par le divertissement et faire un espèce de divertissement intelligent. Il y a bien des romans historiques qui racontent des intrigues à travers des grandes épopées historiques. Donc voilà, je suis reparti un peu de ce concept et je m'étais dit que j'allais faire un espèce de roman historique pour essayer d'expliquer aux Belges, aux non-musulmans, parce que c'est ça mon public à moi, c'est les non-musulmans qui ne connaissent pas, qui entendent plein de choses. On en est arrivé à un point où quand ils entendent Allah Akbar, ils se cachent, alors que normalement dans l'esprit de l'islam, quand on entend Allahu Akbar, on doit être content, voilà, c'est quelque chose de bien. Et maintenant, en Europe, on entend Allahu Akbar, on se cache parce qu'on sait qu'il va y avoir une attaque quelque part. Voilà. Donc, on est passé de l'inverse. C'est ça. Donc, voilà. Ce roman est un espèce de positionnement personnel et un manuel pour comprendre et argumenter. C'est ça. Mais justement, effectivement, entrons dans le vif du sujet, Jamal, si tu veux bien, mais tu dis que tu es assistant social, donc tu es de fait un homme de terrain, et du coup, comment, toi, avec ton propre regard, tu vois la manière dont l'islam est vécu, pas seulement en Belgique, mais de manière beaucoup plus large en Europe? Qu'est-ce qui, en d'autres termes, éventuellement, pose aujourd'hui problème pour que de fait, on s'inquiète comme tu le dis lorsque quelqu'un vient dire Allahu Akbar, ça a une signification extrêmement évidemment négative pour nous Européens. Donc comment toi as-tu vu éventuellement la, l'islam, je dirais, vécu au quotidien de manière éventuellement plus radicale et moins pacifiée et du coup aussi plus communautariste? Bien, je crois en gros, il y a deux points qui sont importants. Le premier point, c'est est-ce que l'islam, dans une terre non musulmane, comme la Belgique, comme l'Europe, c'est une spiritualité ou c'est une constitution? Voilà. Ça, c'est la question numéro un. L'islam, je ne parle pas de l'islam en Arabie Saoudite. Là-bas, c'est leur règle. Ici, en Belgique, en Europe, on a une constitution. Est-ce que l'islam s'inscrit comme une spiritualité, comme les autres spiritualités, ou est-ce qu'il s'inscrit comme une constitution? Voilà. Question numéro un. Alors, quand on a répondu à cette question à celle-là, on va passer au problème, c'est je suis un homme politique sans envergure, sans programme politique, à part proposer le discours sur l'islam politique, que vais-je proposer? Est-ce que je peux diminuer le chômage? Est-ce que je peux diminuer la pollution? Non. Donc, au fait, ce qui se passe concrètement maintenant, c'est que l'islam politique est devenu un argument électoral. Et malheureusement, comme dans toute vocation et dans toute profession, il y a des éléments qui sont talentueux, il y a des hommes politiques qui sont talentueux, mais il y a des hommes politiques qui ne sont pas talentueux, qui visent le salaire et qui utilisent l'argument le plus simple, qui est l'argument religieux. Voilà. C'est ça. Mais alors, du coup, un petit peu, si on veut bien comprendre comment se déploie le livre sur 700-800 pages, en fait, quel est un petit peu le fil conducteur de ce livre? Vers où navigue-t-il quelque part? Quelles sont les conceptions des différents personnages? Bien, parfait. Donc d'abord, ce livre se veut un divertissement. Donc les messages viennent en sous-texte, en second lieu, mais l'important, c'est d'abord le divertissement. C'est un moment que le lecteur ou la lectrice, voilà, c'est un moment de loisir. Et donc l'histoire se déploie à travers trois personnages principaux. Nous avons d'abord Karim Moreno, qui est né à Molenbeek, qui a une éducation classique entre le mini-foot, la salle de kickboxing et un petit peu l'école de devoir et l'école coranique, qui a grandi, qui a réussi un petit peu à s'extraire et qui a fait l'ULB et qui est conseiller politique.
Donc, il travaille dans une entreprise de marketing politique et son boulot, c'est de fabriquer des discours politiques et d'aider à ce que les hommes politiques puissent réussir leur campagne électorale avec tout le déploiement de l'armada qu'on connaît, que ce soit Facebook, YouTube, les tracts et tout ça. Donc, c'est un concepteur de discours politique et il est salarié. Sa situation personnelle, il sort d'une grosse dépression, il était au chômage et dès le début du roman, il embarque dans cette nouvelle entreprise. Et il n'a que des candidats qui sont désengagés. Tous les candidats ne veulent que le salaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se mouiller dans des thématiques comme le chômage des jeunes ou l'avenir des jeunes, parce qu'ils savent que c'est des thématiques trop complexes. Et donc, Karim Moreno assiste à l'émergence d'une génération de candidats politiques voilà, de bas de gamme qui ont des prétentions de changement politique et progressiste le minimum possible. Mais qui s'illustrent dans des causes infinies, dans des causes comme le droit des plantes, par exemple. Voilà. Donc, il constate tout ça et ça le rend dépressif de voir des hommes comme ça. Lui qui a étudié les sciences politiques, qui se rend compte qu'il perd son temps et il est dépressif avec des candidats comme ça. C'est ça. Nous avons Nour. C'est une adolescente qui est à Saint-Luc, à Saint-Gilles, qui étudie l'art. Elle étudie l'art parce qu'elle n'est pas douée en langue, elle n'est pas douée en sciences. Enfin, elle croit qu'elle n'est pas douée en sciences parce qu'elle a intégré un certain discours que les filles et les sciences, voilà. Et donc, elle est en art et elle ne sait pas quoi faire. Elle rencontre son voisin, Karim Moreno, à Ixelles, c'est son voisin, et il lui apprend un petit peu la peinture. Et là naît une complicité entre Karim Moreno et sa jeune voisine. Et puis, il va lui arriver à elle une petite mésaventure et il devra répondre à une question. Est-ce qu'il va continuer sa petite vie de consommateur, de contempleur, de spectateur, ou est-ce qu'il va s'engager dans une cause politique lui-même? Donc, il aura un débat à trancher. Nous avons une Nour et puis nous avons le major Alejandro Jiménez Pinto, fils d'immigrés espagnols. Son père a construit la tour du Peterbos, comme la majorité des ouvriers espagnols et portugais. Fils d'immigrés qui a eu la nationalité belge et qui est rentré dans l'armée. Donc, comme quoi que l'armée belge, c'est une armée qui accueille plusieurs nationalités et qui s'occupe essentiellement du renseignement militaire. Et comme il a grandi à côté de Karim Moreno, quand jeunes, ils ont été à l'école primaire ensemble, ils sont amis et ils se fréquentent. Et Alejandro Jiménez a une mission. Après avoir travaillé un petit peu en Irak, en Syrie et tout ça, il est revenu en Belgique et il s'ennuie à Bruxelles et il a une nouvelle mission. Il doit enquêter sur une question très importante. Où finit l'argent du cannabis? Le cannabis que nous achetons à Port-de-Halle ou que nous achetons à Molenbeek ou à Saint-Gilles qui se vend dans les cafés un peu partout à Bruxelles, où finit ce petit billet de 20 €? Est-ce qu'il finit chez les cartels qui ont des villas, je ne sais pas moi, à Las Palmas ou à Malaga? Ou est-ce qu'il finit chez la mafia mexicaine? Ou est-ce qu'il finit chez les terroristes qui financent des actions terroristes avec l'argent du deal? Voilà une question très importante. Et voilà une question que le renseignement belge doit répondre, vu que la Belgique, c'est un pays où il y a beaucoup de consommation de cannabis et il se fait qu'il n'y a que la mafia qui a le monopole. D'ailleurs, ce n'est pas très libéral tout ça, de laisser le monopole de la drogue juste au cartel. Parce qu'on ne sait pas où finit cet argent. Et cet argent peut se retourner contre l'État. D'ailleurs, la Belgique, elle est connue pour être infiltrée par les mafias. Voilà donc la mission du major Alejandro. C'est d'enquêter à partir d'un billet de 20 € sur un petit morceau de cannabis que nous pouvons acheter aujourd'hui ou demain à Port-de-Halle ou au Peterbos. Où va finir ce billet de 20 €? Mais c'est vrai que ton livre, évidemment, nous invite à une réflexion, même s'il n'aborde pas de front les problèmes, pour le coup, réels qui nous occupent. Le livre, évidemment, a quand même pour vocation
de nous faire réfléchir. J'en veux pour preuve évidemment le quatrième de couverture qui, je pense, est assez éloquent par rapport aussi à ce que l'on va trouver dans ton livre. Donc, je vais du coup le lire, il me paraît intéressant. Il est indiqué ceci: en tant qu'auteur de culture belgo-marocaine, ce roman n'est qu'un dispositif idéologique pour dénoncer les politiques et les hostiles qui complotent pour déstabiliser l'Occident. Des terroristes ont attaqué Bruxelles-Mabel, des espions chinois et russes dérobent des secrets, des dealers de cannabis, nous en parlions, financent des terroristes, l'extrême droite vise le Parlement fédéral belge et les hostiles des forces du désordre attaquent les terrasses et le mode de vie occidental. Le monde vire vers le chaos des civilisations, mais à qui profite le crime? À qui profite le crime? Tout à fait. Où finit le billet de 20 € pour le petit morceau de shit que nous avons acheté à Porte de Halle ou Peter Boss? Où finit ce billet? À qui profite le crime? À qui profite la pénalisation du cannabis? À qui ça profite? À certains partis politiques, à certains cartels ou à certains religieux? Parce que les religieux, ils utilisent ça aussi. Regardez à Anderlecht, par exemple. Il y a moins de 6 mois ou d'1 an, il y a 3 policiers qui voulaient arrêter un jeune qui ont été attaqués par des jeunes. Ils les ont mis par terre, les policiers étaient par terre. Et qu'est-ce que disait un des jeunes barbus? Il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quelle est la relation entre des vendeurs de shit et Allahu Akbar? Je ne sais pas. Donc on essaye de transformer une action de la police qui veut arrêter des dealers en un choc religieux. Et comment du coup toi tu vois un petit peu l'évolution de cette société belge, puisqu'effectivement ton livre s'inscrit au sein de la société belge. Comment tu vois cette évolution et peut-être aussi par rapport à Molenbeek, il y a d'autres communes, mais Molenbeek a quand même été évidemment au centre euh, de graves entre guillemets polémiques, notamment évidemment au niveau des djihadistes qui sont partis de Molenbeek en Syrie. Quel est ton regard à toi en fait qui est, j'ai envie de dire du coup un peu extérieur à tout ça parce que tu n'as rien à voir évidemment avec ce genre de milieu-là, mais tu poses un regard critique par rapport à cette situation. Mais là, moi, personnellement aussi, rien ne change, ça va faire que s'aggraver. Il y a de plus en plus, on parle beaucoup du vivre ensemble, mais il y a aussi le vivre séparé. Et le vivre séparé ne fait que se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui ne font que vendre la sécession et la division. Et tant que le cannabis est illégal, et tant que les séries narcos cartonnent sur Netflix, il y a un imaginaire des jeunes, à travers les clips de rap aussi, on leur fait croire qu'une carrière dans l'illégal est plus intéressante. Vous savez que c'est le discours majoritaire dans plein de communes. Il y a plein de jeunes qui ne voient pas l'utilité d'aller à l'école. Ils se disent, ouais, mais pourquoi je me casser la tête? Moi, je veux vendre la drogue. Regardez les statistiques du ministère public de 2017 ou 2018, je ne sais plus, ou même 2016. Il y a 2 jeunes de moins de 6 ans qui ont été interpellés pour deal à Bruxelles. Dans les statistiques du ministère public, 2 jeunes de moins de 6 ans. Je ne parle pas des moins de 14 ans, je ne parle pas des moins de 16 ans, je ne parle pas des moins de 18 ans. Ils vont aller en IPPJ. Le cerveau, déjà, il va être conditionné. Parce que vous savez que quand un jeune va en IPPJ, c'est comme s'il avait une médaille d'or. Hein. Après, sur la rue, on va le respecter. On ne va pas le respecter parce qu'il a eu 18 sur 20 à une interrogation. Non, on va le respecter parce qu'il a été en IPPJ. Et puis après, quand il sera majeur, il va aller en prison. Et en prison, il risque de se radicaliser. Parce que tous les rapports du SGRS, donc du service de renseignement général belge militaire, et de toute l'Europe en gros, et Guantanamo aussi, montrent que beaucoup de jeunes se radicalisent en prison. D'ailleurs, c'est la théorie aussi entre Gilles Kepel et le roi, où on parle de la radicalisation de l'islam. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui va en prison, on va lui bourrer le mou, il est rentré comme un simple vendeur de drogue et il va ressortir là, défenseur de l'islam. Et on lui aura bourré le mou. Et ces gens-là sont intéressants pour les tenants du djihad et des choses comme ça, parce que quelqu'un qui sait cacher les drogues, il sait cacher des passeports, il sait cacher des armes, donc il a un savoir-faire technique
qui est utile pour ces gens-là. Donc, l'interdiction du cannabis crée beaucoup de soucis, crée beaucoup de discorde, d'animosité, de ressentiment contre l'État belge. De certains jeunes, depuis qu'ils ont 12-13 ans, ils entendent que leur cousin était en prison. Hein. Donc, ça serait mieux de légaliser tout ça et de faire en sorte que ces jeunes, ils aient des diplômes d'électriciens, de maçons, de jardiniers, d'horticulture, et qu'ils puissent travailler comme aux Pays-Bas et le Luxembourg qui ont légalisé. Et puis voilà, ils ont leur fiche de paie, ils ont leur salaire, ils se marient et ils sont dans une carrière tranquille, gentille, qu'au lieu d'aller en prison et de se radicaliser. Et toutes les statistiques montrent que c'est en prison qu'on se radicalise. Mais c'est une question complexe, évidemment, de savoir comment faire en sorte qu'une société avec sa diversité puisse vivre justement, non pas les uns à côté des autres ou les uns séparés des autres, mais puissent réellement vivre ensemble. Parce que tu en parlais tout à l'heure, évidemment, on parle facilement du vivre ensemble et pour certains, le vivre ensemble, c'est surtout laissez-moi vivre comme je l'entends parce que c'est ma culture, c'est ma religion, c'est ma tradition. Et donc, à quelque part, évidemment, on a l'impression qu'on vient au contraire détricoter la société occidentale dans laquelle on est censé vivre de manière pacifiée. Mais donc, indépendamment de la question du cannabis, comment faire en sorte que des mentalités parfois tellement différentes, et on parlait tout à l'heure aussi de conflits de civilisation, comment faire en sorte que ce conflit justement soit apaisé, à défaut éventuellement de le résoudre complètement, parce que je pense que quand on est effectivement dans une société avec parfois des façons de voir la société civile, son fonctionnement de manière tellement différente, hein. Tu parlais en entamant également tout à l'heure notre échange, tu parlais de la manière dont la religion se voyait dans une société sécularisée. Est-ce qu'elle est une religion, est-ce que c'est une vision purement spirituelle, auquel cas effectivement la constitution du pays peut effectivement régir complètement son propre fonctionnement, ou bien est-ce que l'idée évidemment de la religion, c'est de vouloir précisément s'imposer et être au-delà de la constitution, de la loi civile. Donc quelque part, comment vois-tu en bref la résolution de ces tensions religieuses finalement? Bien. Alors, pour partir un peu des concepts classiques et dérouler un petit peu l'histoire, reprenons à la base. Les musulmans, mes parents, quand ils sont venus, dans les années 60, dans les années 70, ils étaient dans quoi? Ils étaient dans le modèle, bon, que certains peut-être appelaient l'assimilation. OK, il faut vivre à la belge, il faut s'intégrer dans les coutumes belges, c'est le droit belge qui prime. Ah, ils étaient là. Ils n'étaient pas dans une vision, ah, je veux venir avec mes coutumes et je vais les imposer. OK. Ils ont accepté, ils sont venus d'eux-mêmes, personne ne les a obligés, ils ont accepté tout ça. Ça fonctionnait, on appelait ça en sociologie un peu l'assimilation, pourquoi pas. Les Portugais sont venus, les Grecs sont venus, les Italiens sont venus, tout le monde s'est mélangé. Et puis ça a fonctionné jusque dans les années 80, et puis avec le chômage, on a senti comme une espèce de retournement en arrière. Voilà. Ah, peut-être que, puisque je n'ai pas ma place par le travail, je vais essayer de chercher ma place par ma culture, par mon identité. C'est là aussi qu'il y a eu le croisement entre les influences d'Arabie Saoudite, les influences de l'Iran, les influences des fréristes, où voilà, vous devez développer votre culture, ne vous intégrez pas, tout ça. Et puis on a commencé à parler de l'intégration. Voilà. Il n'y avait plus l'assimilation, il y a l'intégration. Voilà, on est dans un schéma multiculturel. OK, 2021, on est dans un schéma multiculturel, mais on est en Belgique. Voilà, on est en Europe. Donc, est-ce qu'on considère qu'on n'est pas en Belgique, qu'on n'est pas en Europe, et on profite des droits européens, et on profite de la carte d'identité belge, et on a des droits, mais au niveau culturel, on reste toujours qui on était. Donc, voilà. Je ne sais pas, moi, comment... Je ne sais pas quelle est... Je ne dis pas que tout le monde doit avoir les coutumes belges et manger un stumfriet tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Mais voilà, on est dans un sol belge, on est dans un sol européen. Il y a un corpus de la législation, des cultures qu'il faut s'intégrer et accepter. Voilà. Et je pense malheureusement que ça ne se fait pas parce que derrière, il y a des allumeurs de feu, d'un feu social qui sont des sources d'influence négative sur notre jeunesse. Parce qu'on on risque évidemment un petit peu
une sorte d'humanité à, à deux vitesses, avec évidemment la récupération de problèmes réels repris pour le coup par les, certains politiques euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche, hein, quand les partis traditionnalistes ne prennent pas le problème à bras le corps pour des raisons éventuellement électoralistes, elles laissent évidemment des boulevards aux autres partis qui vont s'engouffrer effectivement avec des vrais problèmes de société, mais qui vont les résoudre évidemment de manière pour le coup extrêmement, extrêmement racialiste. Vous savez, en gros, là, en gros, il suffit d'une source négative d'information et ça vous brouille tout un travail éducatif. Entre le parent qui dit à son enfant, il faut respecter la culture belge, il faut respecter le pays, et entre quelqu'un dans la rue qui aura une vision négative, voilà, c'est difficile, la transmission d'un certain respect du vivre ensemble est devenu difficile. Et en filigrane, justement, en fait, Jamal, dans le livre, il y a aussi une sorte de piste de réflexion sur ce qu'il faudrait pour précisément vivre ensemble avec ce que recouvre authentiquement le vivre ensemble. La piste de réflexion du point de vue des héros, du point de vue de Karim Mhm. Moreno, qui est un homme politique et qui connaît les statistiques bruxelloises et qui voit le chômage des jeunes et qui voit qu'il y a des jeunes de moins de 6 ans, par exemple, qui ont été arrêtés pour deal, lui, la voie qu'il propose, c'est de légaliser ça. Le major aussi, de son point de vue, il se rend compte que, voilà, que les cartels profitent de ça, les mafias profitent de ça, les réseaux terroristes profitent de ça. Donc, c'est un peu l'angle d'attaque et la vision qui est choisie. C'est ça. Créer de l'emploi. Tout ça, ça va créer de l'emploi dans des magasins spécialisés pour une clientèle majeure de plus que 18 ans. Et au lieu que c'est le marché noir qui récupère tout ça sera traduit en TVA, en congés payés et en CDI. Mhm. Et Et on a un enchantement dans la société. Parce que quand les jeunes ont un travail, quand les jeunes ont un CDI, quand les jeunes sont reconnus dans leur culture, eh ben voilà, il n'y a plus de soucis. mhm. J'ai vu également que ton livre, en fait, euh, il y avait un certain nombre de remerciements en fait qui étaient faits. Donc il y a des personnes effectivement que tu as souhaité remercier, et donc j'imagine évidemment que leur vision sociétale rejoint la tienne, ou en tout cas celle des héros du livre. Tout à fait. D'ailleurs, toutes les personnes que j'avais envie de remercier ne sont pas là, parce que l'espace est assez petit, et que vous aurez remarqué que le roman fait 828 pages. Mhm. 828 pages, c'est le maximum qu'Amazon permet. Voilà. Donc déjà, voilà, c'était la guerre contre les mots pour retrouver de l'espace. Ben, commençant par Madame Fadela Maroufi, qui est la directrice de l'Observatoire, donc je vois qu'elle chemine aussi. On est dans le même cheminement. Et puis, Monsieur Hamid Benichou, un ancien policier de Saint-Josse, qui a un petit peu la mémoire un peu de l'évolution de ces thématiques, que ce soit de l'emploi ou la thématique de l'emprisonnement des jeunes ou la thématique de l'enchantement dans la vie ou le désenchantement. Donc, à travers son travail de policier, c'est un peu une mémoire et notre historien, entre guillemets. Et puis, il y a mon professeur de sociologie qui m'a permis un petit peu d'avoir la boîte à outils historique, économique pour pouvoir analyser tout ça. Et j'ai aussi un travailleur social d'origine yéménite qui est un petit peu, qui est un petit peu mon garant historique, qui me permet d'avoir les informations et de faire le tri dans 15 siècles d'histoire. Mhm. Voilà en gros. Plus d'autres personnes, évidemment, lors de qui ont marché avec nous et qui nous ont aidés d'une manière directe ou indirecte. Oui, c'est ça. Je pense que tu parles également de Georges d'Allemagne notamment. Tout à fait. Georges Et, d'Allemagne, et- c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que je vois que depuis quelques années, nous cheminons dans les mêmes idées. Mhm. Voilà. Et Mhm. donc, je n'ai rien à voir, je n'ai pas de sympathie ou d'animosité vis-à-vis de son parti politique que j'apprécie, il n'y a pas de souci.
Mais vis-à-vis de Monsieur Dallemann, j'ai remarqué que voilà, nous cheminons parallèlement et je tenais vraiment, à travers son remerciement là, sur cette feuille, et en espérant que ça reste pour l'éternité, que vraiment de lui signifier mes remerciements et mes encouragements pour s'être dressé tout seul, debout, contre une armada, parce que je sais que historiquement, il a raison. Hmm. Et Nadia Geertz aussi. Tout à fait, parce que voilà, elle chemine aussi parallèlement, même si je ne la connais pas personnellement, mais voilà, nous cheminons ensemble et nous avançons avec ses outils et sa stratégie. C'est en fait un livre, si j'en crois Amazon, qui est sorti en avril 2020. Au fait, il n'est pas sorti en avril 2020, il a été commencé, il a été introduit dans le logiciel Amazon, entre guillemets, en Mhm, avril. Voilà. c'est Et ça. puis, d'avril 2020 jusqu'à juin 2021, nous nous sommes occupés à rentrer dans le format Amazon et à le corriger. Et voilà, il y a eu tout ce travail d'un an plus ou moins d'amélioration du fond et de la forme. Mhm. Et comment, Jamal, les choses se présentent depuis effectivement que le livre est disponible? Vous avez déjà des retours de Oui, lecteurs, lectrices? on a déjà des retours sur l'intention, parce que le livre, il fait 800 pages, il faut quand même un certain temps pour le lire et le compulser, et voilà, et se balader dedans et voyager. Mais le fait d'être présent et de se dire que ce n'est pas de la littérature de salon. Hein. Donc nous, on est là, moi, je me lève en tant que Jamal Zemouri, citoyen belgo-marocain, pour affirmer une position et encourager tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui défendent une certaine vision de la Belgique. Donc voilà, donc c'est de la littérature de divertissement, mais avec une part de militance. Ouais. C'est ce qu'on appelle apparemment un roman holistique. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a notre professeur, il a une vision holistique. En fait, je ne me rappelle plus de la question parce que je sens que je n'ai pas donné tout ce que je voulais dire. Il y a la question d'avant. J'ai oublié aussi la question d'avant déjà. Je sais pas, c'est déjà une autre question. Comment le livre va émerger. Donc voilà, Oui, voilà je vais repréciser quelque oui. chose. Donc après le Covid, les éditeurs sont noyés. Donc parce que voilà, les gens ont été chez eux et ils ont produit. Et donc voilà, je sais que pour l'instant, les éditeurs ont beaucoup de choses. Donc je les laisse, je n'ai pas encore contacté les maisons d'édition. Maintenant, je suis dans mon travail de militant. Je propose un produit, je propose quelque chose et je me positionne dans la scène et ça permet le débat, ça permet d'affirmer une position par rapport à ce qui se passe maintenant à Bruxelles et en Belgique. Et le livre, évidemment, du néant émergera Hmm. pour tel Zidane. Il est dans un petit club pour monter jusqu'en haut. Donc, le livre, il prendra son temps et il émergera petit à petit à travers les rencontres et à travers comment est-ce qu'il va se promotionner. Et petit à petit, voilà, j'espère qu'il pourra être utile et qu'il sera comme un manuel et qu'il pourra permettre à des personnes de s'informer ou d'avoir des informations ou de se documenter. Et puis, voilà, il fera sa vie en tant qu'outil Hmm. pédagogique divertissant. C'est ça. De toute façon, c'est vrai que c'est un livre d'actualité. Et je pense une actualité qui risque de durer. Donc, c'est un livre qui ne prendra pas la poussière, je pense, dans les prochains mois, mais qui permettra effectivement, au contraire, une réflexion beaucoup plus approfondie avec une réelle matière aussi euh, historique et critique de la société, mais des sociétés également en général. On avait dit en fait, Jamel, que nous ne serions pas trop longs, donc je ne sais pas si tu souhaitais éventuellement ajouter un élément que nous n'aurions pas encore abordé et qui paraissait absolument essentiel. Oui, deux. Oui. En fait, je voulais d'abord encourager toute personne qui a un point de vue, qui a envie de dire quelque chose, de s'intéresser à l'auto-édition. Aujourd'hui, nous vivons une époque formidable, les maisons d'édition existent, mais il est possible aussi de s'éditer indépendamment. Donc voilà, j'ai tenté cette aventure pour être présent déjà maintenant sur la scène bruxelloise et offrir un outil. Et donc, je suggère et j'invite et je conseille à toute personne qui a envie
de proposer une idée, argumentée ou pas, d'utiliser Amazon parce que ça reste quand même. Mais même s'il y a l'aspect idéologique, voilà. Donc ça, mis à part, je voulais parler aussi un peu du style. Donc le style du roman, c'est un style policier d'espionnage. Pourquoi d'espionnage? Parce que Bruxelles, c'est une ville, au fait, qui est connue au niveau international comme une ville remplie d'espions. Pourquoi? Parce que nous avons l'OTAN. Déjà, nous avons, voilà, récemment, nous avons le leader de l'Amérique qui est venu visiter son bureau numéro 2, parce que son bureau numéro 1, c'est à Washington, mais son bureau numéro 2, c'est à Bruxelles. Vu que nous sommes le centre de l'OTAN, et si nous avons l'OTAN, nous avons des espions russes qui viennent s'informer ou qui viennent court-circuiter. C'est connu. Et puis, nous avons les Chinois. Dans l'actualité, on n'arrête pas d'entendre que les Chinois espionnent nos laboratoires. Ils sont très connus. Voilà. C'est normal. Nous ne vivons pas dans une époque de bisounours. Donc, chaque pays défend ses intérêts. Et puis, nous avons les mafias. Récemment, on a entendu qu'il y a un gros cartel de mafias qui ont été arrêtés avec des téléphones privés, des téléphones qui sont conçus pour ne pas être détectés. Donc, nous avons le port d'Anvers qui est connu comme étant la plus grande passoire de Belgique pour les drogues. La mafia italienne, la mafia albanaise, la mafia marocaine à travers le cannabis. Et puis, nous avons aussi des terroristes. Donc, Bruxelles, c'est une ville très intéressante en termes d'espionnage. C'est pour ça que je me suis permis de concevoir ce roman d'espionnage dont le héros est le SGRS qui est malheureusement connu en ce moment avec l'histoire du militaire. Donc, j'ai mis l'accent sur ces institutions parce que je voulais montrer aux citoyens belges que le SGRS ne peut pas faire son travail avec 2 € par an. Je dis bien 2 €. C'est une métaphore. Mais quand vous regardez le budget des États-Unis, le budget des Anglais, le budget des Français, et quand vous regardez le budget du renseignement militaire belge, là, donc voilà. Ces fonctionnaires, ces gens-là, vraiment, je leur envoie un message en disant je les comprends. Voilà. J'invite à nos parlementaires, et d'ailleurs, M. Georges Dallmann n'a pas arrêté de le dire dans tous les rapports qu'il a conçus à travers les commissions ou à travers le travail du comité P ou du comité R. Voilà. Alors, Jamal, évidemment, pour un écrivain, il est extrêmement intéressant, important aussi d'avoir des échos de ses lecteurs et lectrices. Et du coup, ma question, évidemment, avant de terminer petit à petit, c'était de savoir finalement, pour celles et ceux qui ont envie d'échanger avec toi, de te rencontrer, quels sont les meilleurs, qui sont les meilleurs intermédiaires? Les meilleurs intermédiaires, c'est les réseaux sociaux. Dans un premier temps, les réseaux sociaux, donc je suis assez présent dans les réseaux sociaux, essentiellement pour l'instant Facebook et Instagram, mais je vais développer petit à petit. Maintenant que j'ai fini le travail d'écriture, je m'occupe au travail d'échange avec les gens. Et puis, il y a un blog aussi qui va arriver. Donc, je dois encore me documenter sur tout ça. Et alors, la possibilité numéro 2, c'est que durant le mois de juillet et le mois d'août, je vais proposer des moments d'échange dans des lieux qui sont dans le roman. Parce que voyez-vous, ici, le roman se passe à Bruxelles. Et donc, j'ai des cafés, j'ai des places de Bruxelles parce que je voulais mettre aussi en valeur le patrimoine bruxellois. Et à travers le patrimoine bruxellois, on a l'histoire de l'art déco, on a l'histoire de l'architecture autrichienne, on a plein de choses à Bruxelles. Et donc, je voulais remettre tout ça en valeur. Il n'y a pas que les décors à New York et à Paris, il y a aussi nos beaux décors belges. Et donc, durant le mois de juillet et le mois d'août, je vais donner rendez-vous à travers Facebook aux personnes qui ont envie de venir et d'échanger physiquement dans les terrasses des cafés. Maintenant que les terrasses des cafés sont accessibles, je vais donner les terrasses des cafés. Et ça sera un moment d'échange et on reviendra un peu dans l'esprit d'avant où on échange directement avec les personnes, voilà, sur les terrasses des cafés. Bien, écoute, Jamal, c'est un très beau concept. Donc, nous allons te suivre et je te souhaite évidemment plein succès pour la suite de ton ouvrage, à toi et évidemment à Véronique. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir. À bientôt, Jamal.